L'histoire commence avec Shimo qui pédale à toute vitesse. Un jeune livreur en fuite dans des ruelles étroites, poursuivi sans relâche par plusieurs jeunes à moto. Avec sa vitesse effrénée et son vélo fragile qui vibre à chaque nid de poule, il est clair que ceux qui le poursuivent ne sont pas des amis. Il veut juste disparaître avant qu'ils ne l'attrapent. Finalement, Rubio ne parvient pas à le rattraper. La poursuite s'achève dans les ruelles et Shimo parvient à s'échapper, même si la peur reste dans son cœur et qu'il sait que le danger n'est pas écarté. Le lendemain matin, la maison s'éveille dans le calme. La famille prend son petit déjeuner sans se presser. Shimo s'occupe de son grand-père, YAYO, qui plaisante et rit malgré sa légère démence. Après avoir accompagné YAYO au centre de rééducation, Shimo se rend au supermarché. Il passe la journée à remplir les rayons, à se déplacer dans les allées, à ranger les boîtes et à sourire aux clients par pure habitude. C'est alors qu'il aperçoit Rebecca, la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Il essaie de briser la glace, lui demande son numéro, mais elle, clairement hors de sa portée, ne le lui donne pas, le laissant immobile entre les produits et les possibilités perdues. En sortant du travail, Shimo emprunte le même chemin que d'habitude, ignorant que cette fois-ci, Rubio lui a tendu un piège. Il oublie les motos, change de stratégie et attend en silence. Il le coince, le pousse, le frappe juste assez pour lui faire peur et lui demande ses gains de la journée, le menaçant pour qu'il cède sans faire de bruit. Cette nuit-là, il résiste au siège, collé au trottoir, jusqu'à ce qu'une patrouille apparaisse, ses gyrophares bleus déchirant l'obscurité. Rubio n'a d'autre choix que de se disperser et de le laisser partir. Quand il rentre chez lui, sa famille l'attend avec une surprise d'anniversaire. Des rires, des embrassades et un nœud qui recouvre le plus beau des cadeaux. Une nouvelle moto, pour qu'il puisse laisser derrière lui ce vélo qui ne lui apporte que des ennuis. Rebecca a emménagé dans le même immeuble. Désormais, l'idée d'une moto et d'une petite amie potentielle dans son immeuble allume en lui une étincelle d'excitation qui illumine son visage. Plus tard, l'histoire fait un bond en avant dans le temps. Shimo et Rebecca sont ensemble et sa vie semble s'être stabilisée. Ils passent leurs après-midi à s'embrasser dans la salle de jeu, se promènent à moto et ils gardent un emploi stable. Soudain, Rubio apparaît. Il s'approche audacieusement de Rebecca, essaie de l'embrasser et demande sans vergogne à Shimo les clés de la moto, comme si la peur était une monnaie suffisante pour tout payer. Rubio l'attrape par le cou, l'étrangle puis la frappe. Les autres garçons filment, rient, l'humilient et se moquent de lui parce qu'il ne fait rien. Ces coups ne le mettent pas seulement à terre. Ils détruisent son identité et laissent mourir le gentil garçon que sa mère a élevé. Rebecca est également déçue de le voir immobile. Elle le regarde comme s'il était un étranger, tandis que Rubio prend la moto que sa famille a achetée à grand-peine, et le silence pèse plus lourd que n'importe quelle punition. À terre, blessé et humilié, Shimo pense que sa situation ne peut pas être pire, jusqu'à ce que les conséquences, impossibles à cacher, arrivent. La vidéo devient virale. Même si la vidéo constitue une preuve et qu'il pourrait porter plainte, Shimo refuse. Il faut 3 semaines à Shimo pour revenir dans la rue après cette humiliation. La première chose qu'il essaie de faire est de voir Rebecca. Il cherche son regard, mais elle le repousse sans ménagement. Elle a maintenant un nouveau petit ami qui a une voiture, un garçon qui n'a pas peur de se battre pour elle, et la porte se referme sans possibilité de retour. En tant qu'employé modèle, Shimo retourne au supermarché sans problème. Il réapprovisionne les rayons, salue et obéit, mais ajoute quelque chose d'autre à sa routine. Une décision silencieuse qui l'oriente dans une autre direction. Il s'entraîne l'après-midi, améliore sa condition physique et obtient une promotion au travail. Quelques mois plus tard, il est devenu une autre personne. Un matin, après avoir accompagné Yo au centre, il entend une voix provenant de la salle de physiothérapie. Il reconnaît Rubio sans le voir. Un tintement qui lui rappelle d'anciennes menaces. De l'extérieur, il observe son bourreau recevoir l'aide d'un kinésithérapeute. Il voit son corps émacié, sans muscles, ses bras et ses jambes comme des spaghettis. Réduit à rester assis sur une chaise. La moto s'est avérée trop difficile à conduire pour quelqu'un qui abusait de drogue. Rubio a eu un grave accident et est devenu paraplégique, une chute sans retour. Une colonne vertébrale détruite et une condamnation à rester en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Que ce soit par justice ou par simple hasard, personne ne le résout là. Shimo comprend pourquoi Rubio l'a laissé tranquille pendant tous ces mois. On ne poursuit pas quelqu'un quand ses jambes ne répondent plus. Il risque une autre sorte de passage à tabac et pédale jusqu'au quartier de Rubio.
Il frappe à sa porte, se présente comme un ami, à la recherche de quelque chose qui lui est dû depuis longtemps. Comme Rubio ne peut pas se lever, un voisin ouvre la porte et le fait entrer. Le bourreau et la victime se regardent en silence, et la menace qui pesait auparavant se dissout dans une pièce sans force. Rubio est cloué au lit, les bras et les jambes maigres, la bouche dure qui ne crache que des malédictions. Mais Shimo n'est pas venu pour cela et il garde un ton ferme. Il demande des excuses sincères pour tout ce qu'il a fait, une réparation minimale. Mais être cloué au lit ne signifie pas qu'il ait changé, et le ressentiment reste tout aussi fort. La réponse est à l'opposé du pardon. Shimo rentre chez lui avec plus d'insultes que jamais, sans excuses et avec un malaise qui ne disparaît pas. Cette nuit-là, il parle à sa mère, lui demande si elle a jamais eu d'ennemis et elle répond que non. Elle raconte qu'il y avait des gens qui lui avaient fait beaucoup de mal et qu'elle ne s'était jamais vengée parce que rendre l'appareil ne fait que multiplier la douleur. Elle raconte comment sa meilleure amie lui a volé son mari. Plus d'une fois, elle a pensé à se venger, voire à faire des choses folles. Mais elle a décidé de s'occuper de ses enfants et de continuer à vivre sa vie. Et ce choix l'a maintenue debout, laissant Shimo face à un choix difficile. Le lendemain, Shimo retourne chez Rubio et lui demande à nouveau des excuses. Le poids de la situation rend les secondes tendues et la décision plus difficile. Au bout d'un moment, il le fait sortir de l'appartement et l'accompagne au tribunal. Son intention est de lui faire ressentir le poids de ce qu'il a fait, mais il a également préparé une surprise qui révèle le miroir. Shimo appelle tous les garçons que Rubio a maltraités. Les garçons le frappent avec une rage accumulée, ils essaient même de lui uriner dessus et la scène devient tendue jusqu'à atteindre le seuil de l'impardonnable. Malgré le passage à tabac, Rubio ne vacille pas, il continue à insulter jusqu'à la fin. Et lorsque la police arrive, son attitude ne change pas, maintenant le conflit au bord d'une nouvelle chute. Peu après, Shimo le ramène chez lui. Entendant son père arriver, Rubio le supplie de se cacher, et la peur semble provenir d'un endroit plus ancien. Le père de Rubio est aussi cruel que lui. Il le ridiculise devant sa nouvelle petite amie. Il le gifle sur les bras comme s'il s'agissait d'une poupée, et l'atmosphère se charge de honte et de menaces. Il menace même de le frapper. Pour la première fois depuis leur rencontre, Shimo voit son ennemi pleurer sans pouvoir le cacher, des pleurs qui le laissent exposé. Il ne pleure pas par peur de son père. Il pleure à cause de la situation dans laquelle il vit. À cause de la vie misérable qu'il mène désormais. Et cette fissure change le regard de tous. Lors de sa visite suivante au centre, Rubio n'est pas heureux de voir Shimo. Shimo emmène Rubio hors du centre et l'emmène au cimetière. Il veut voir la tombe de sa mère, qu'il a déçue depuis que le cancer l'a emporté pour toujours. En chemin, Rubio avoue que son père abusait de la drogue et a entraîné sa mère dans ce monde. Elle n'en a jamais voulu, et maintenant elle est morte alors qu'il est toujours en vie. C'est quelque chose qu'il trouve insupportable. Pour lui rendre une partie de la frustration qu'il a subie, Shimo fouille dans ses affaires et trouve son cahier avec les paroles de ses chansons. Dans une société difficile et avec une enfance marquée par la violence et la perte, Rubio a trouvé refuge dans l'écriture. Le lendemain, il vole la camionnette du père de Rubio et part faire un tour. La ville s'ouvre comme une nouvelle carte, sans permission ni pardon. Entre deux arrêts et des rires étouffés, une amitié improbable commence à se former. Rubio emmène Shimo dans les bars. Ils découvrent comment s'amuser. Après l'alcool, la marijuana et les rires, ils finissent par discuter dans la rue. Le père de Rubio arrive furieux à la recherche de sa camionnette. La situation devient grave et Shimo comprend qu'il ne peut rien faire d'autre, tandis que Rubio lui ordonne de partir car pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Le lendemain, Rubio ne se présente pas au centre de réadaptation. Il court chez lui et le trouve allongé sur le sol dans une flaque de son propre urine. Son père l'a laissé ainsi pour le punir d'avoir volé la voiture, et la scène est douloureuse. Il prend soin de lui, le lave, le nettoie. Les deux commencent à réfléchir à un plan avec précipitation et prudence. Rubio révèle où son père cache l'argent. Shimo le frappe pour simuler une agression, en lui assénant des coups calculés pour laisser des traces crédibles. Après la fausse agression, Shimo appelle la voisine et lui dit que quelqu'un a agressé Rubio. Elle contacte la police et la sirène annonce que le plan entre dans sa phase décisive. Lorsque la patrouille arrive, Shimo désigne le père comme coupable. Il est immédiatement arrêté et tout le quartier fait la fête. Plusieurs personnes promettent de témoigner de ces crimes et la rue respire. Quand Rubio est placé dans un endroit plus agréable, il demande combien coûte la moto, comme quelqu'un qui règle une dette. Rubio paie avec cet argent,
présente ses excuses sincères pour tout et remercie Shimo pour ce qu'il a fait. Ouvrant ainsi une porte qui améliore la vie des deux hommes. Avec une partie de l'argent, Rubio achète un fauteuil roulant motorisé. Le reste sert à lancer l'entreprise familiale, un magasin de churros qui change la vie de tous, garantit un revenu et consolide une amitié qui semblait impensable. En voyant le bonheur de la famille, Rubio comprend qu'il a pris la bonne décision. Avec le temps, Rubio se rend compte que cela ne suffit pas. Il a une dernière demande et trouve le courage de la faire à Shimo, mettant fin à tout doute. Il lui demande de l'aider à mourir. Il affirme que ce n'est pas la vie qu'il voulait et qu'il n'est pas assez fort pour continuer, surtout après avoir compris ce qu'il a perdu et ce qu'il ne pourra jamais récupérer, et il laisse ce poids entre les mains de son ami. Ne parvenant pas à le convaincre, il décide de l'aider à réaliser son souhait. La décision est lourde, mais la parole donnée pèse plus lourd encore, et le plan est mis au point avec précision. Shimo injecte l'anesthésiant dans le corps de Rubio. Quand il s'endort, il le place sur un matelas gonflable, y fait des trous et pousse le corps vers le lac, baissant les yeux pour contenir ses tremblements. Peu à peu, le matelas s'enfonce. Rubio descend en silence, se noyant lentement, toujours profondément endormi, et l'eau referme le cercle. Shimo ne peut le supporter. À la dernière seconde, il saute, nage jusqu'au fond et le ramène à la surface. Si Rubio veut mourir, il devra attendre que cette amitié prenne fin. Et cette attente ne fait que commencer.